Salut à tous les amis, Dimitri CryptoParadise.consulting. Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie sur pourquoi le Bitcoin, la création monétaire. Avant de démarrer, comme d'habitude, vous retrouvez en dessous tous les liens pour me retrouver sur Twitter, mon site internet CryptoParadise.consulting, ma chaîne qui est dupliquée sur Odyssée. N'hésitez pas à aller me retrouver là-bas. Et bien sûr, vous mettez les likes, les abonnements, etc. Comme toujours. Alors, allons-y dans le vif du sujet. À la dernière vidéo que je vous ai faite, je vous avais dit pour le mois de décembre, je voulais parler un petit peu de ces problématiques un petit peu plus générales sur pourquoi le Bitcoin. Et évidemment, une des raisons majeures pourquoi le Bitcoin, c'est à cause de ce qui se passe avant avec la monnaie. Alors, la création monétaire, ce qu'on a vu la dernière fois, ce dont je parlais, c'était le fait que la monnaie, elle est créée directement ex nihilo par les banques lorsque vous faites des emprunts. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin parce que du coup, on va voir comment les banques centrales arrivent là-dessus et deviennent en fait les prêteuses en dernier ressort. Alors, ce qui se passe, c'est que on a vu la dernière fois qu'il y avait des moments d'expansion et de contraction de la masse monétaire qui étaient complètement dus à, je dirais, le pilotage que font les banques. Alors de manière volontaire ou peut-être parfois involontaire, comme on l'a vu probablement en 2008, où là d'un seul coup, les banques sont en panique totale et ne prêtent plus du tout, ce qui va créer des situations où les opérateurs ne sont plus du tout en mesure de se refinancer, plus du tout. Et là, vous avez des risques énormes systémiques, comme on l'avait vu en 2008, et comme probablement on l'aurait vu s'il n'y avait pas eu ces interventions en 2020 lors de la crise du Covid. Alors là où ça devient intéressant, c'est que d'abord il faut faire une remarque en préambule, c'est qu'il ne faut surtout pas oublier que les banques centrales ont pour actionnaires les banques directement, c'est-à-dire que les banques sont les actionnaires des banques centrales qui viennent ensuite sauver donc les banques, c'est-à-dire leurs actionnaires. Ça, vous avez, c'est très clair, notamment avec la Federal Reserve, qui est pas du tout, qui est ni fédérale ni une réserve. Vous savez, la Federal Reserve, c'est encore un nom qui masque comme d'habitude, qui masque la vérité. Je crois que c'est je dirais, la marque de fabrique de nos dirigeants globalement, et puis évidemment de nos instances monétaires. Alors, le fait est que comme les banques sont actionnaires des banques centrales, il y a un moment donné où si elles voient que ce qu'elles ont fait pourrait mener à des moments très compliqués, elles vont aller mettre la pression sur les banques centrales. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les banques centrales, qui normalement, en tout cas jusqu'à 2008, n'étaient pas du tout censées faire elles-mêmes de l'impression monétaire pour récupérer des actifs qui sont dans les livres de leurs actionnaires, c'est-à-dire les banques, jusqu'en 2008, si vous voulez, les banques centrales, et je dirais la dette qui était émise par les pays, était une dette qui était négociée sur les marchés et où des intervenants sur les marchés pouvaient venir les acheter ou les vendre, ces titres obligataires, mais il y avait un marché entre guillemets que je qualifierais de sain. À partir de 2008, voyant que en fait les dettes et tous les titres obligataires émis par les États ne pouvaient plus être achetés au prix proposé par les États, c'est-à-dire avec des taux d'intérêt, sinon les taux d'intérêt auraient explosé parce que ça, évidemment, vu l'émission pour essayer de couvrir la catastrophe du fait d'avoir sauvé les banques, vous aviez une obligation pour les pays d'emprunter de façon colossale, puisque c'est le contribuable, comme vous le savez, qui a fini par sauver tout le monde. Et donc, face à ça, vous avez donc des banques centrales qui, elles-mêmes, maintenant, se sont mises, et donc c'est ce qu'on a appelé le quantitative easing, toujours des mots doux, et qui se sont mises, finalement, elles-mêmes, à faire ce que leurs actionnaires font normalement avec vous, lorsque vous allez faire un emprunt, comme je l'expliquais dans la vidéo de la dernière fois, pour emprunter une maison, vous avez votre papier qui est la garantie que vous allez rembourser l'emprunt, qui permet à la banque de créer ex nihilo l'argent qu'elle vous prête. Donc elle ne vous le prête pas en fait, c'est de l'argent qu'elle n'a pas. Mais dans le contrat, il y a deux choses. D'abord, il y a un collatéral qui est le bien que vous avez et que la banque va pouvoir récupérer si jamais vous ne remboursez pas. Et si vous remboursez, la dette va donc se détruire. C'est-à-dire que l'argent va disparaître, ce que j'ai donc expliqué la dernière fois. Lorsque les banques centrales se mettent à faire rigoureusement la même chose, c'est-à-dire pour pouvoir sauver leurs banques, qui sont donc encore une fois leurs actionnaires, qu'elles se mettent à racheter toutes ces dettes avec de l'argent emprunté,
Cet argent, ces emprunts qui normalement devraient être financés par des investisseurs et des opérateurs normaux, on va dire, qui peuvent être vous et moi, institutionnels, tout ce que vous voulez, si ces opérateurs ne répondent pas présents, eh bien, la Banque centrale se met à imprimer de l'argent pour racheter ses dettes. Mais alors là où vous allez me dire, finalement, elle fait la même chose que font les banques avec les emprunts. Oui et non. Parce que lorsque les banques centrales se mettent à imprimer des billets pour, en contrepartie, payer des obligations, des titres obligataires émis par des États, eh bien, finalement, à la grande différence de vous, quand vous allez à la banque, lorsque vous faites un emprunt pour votre maison, là, en l'occurrence, l'État n'offre comme garantie que sa promesse. Il n'y a pas de collatéral. C'est-à-dire qu'entre guillemets, si jamais l'État devait faire faillite, enfin, ou faire défaut, la Banque centrale, elle se retourne vers quoi? Vers rien du tout. Elle n'a finalement dans ses livres que ce titre obligataire. Ce qui est donc une différence avec la banque qui, et vous, lorsque vous faites un emprunt, si vous faites défaut, la banque va saisir le bien qui est donc hypothéqué, qui peut être la maison ou même une moto, la voiture que vous avez empruntée. Donc, voyez bien la différence fondamentale qu'il y a là, et évidemment la fuite en avant complètement extraordinaire à laquelle nous avons assisté depuis 2008 et qui nous mène tout droit jusqu'à 2020 avec les années Covid et le quantitative easing qui a remonté encore plus. Une impression monétaire, je crois qu'en un an et demi, on avait créé autant de dollars qui s'en étaient créés depuis la création de la Federal Reserve en 1913. C'est vous dire. Donc, accélération, montée en exponentielle. Vous savez, les courbes exponentielles, elles finissent toujours par exploser. Et en plus, on voit aujourd'hui que tous les efforts, parce que là on voit bien que maintenant c'est l'inflation qui commence à être hors de contrôle, et tous les efforts qui sont aujourd'hui faits pour essayer d'inverser la tendance, et puis de faire ce qu'ils appellent maintenant le QT, c'est-à-dire le quantitative tightening, vous voyez comme tout ça va être très très éphémère, car ça crée évidemment des turbulences sur les marchés. Mais ce qui est aussi très important à noter, et c'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est que ça vous montre aussi combien, finalement, réside dans les mains des banques centrales, donc des banques, comme on l'a dit la dernière fois, mais là, des banques centrales, finalement, le soin de décider quand ils le veulent, au moment où ils le veulent, de soit relancer la machine, et là, vous savez que ça va faire exploser les marchés, donc ils appuient sur le bouton, et c'est eux qui peuvent, je dirais, piloter des tendances haussières, des tendances baissières, donc, et là, on est vraiment face à ce qu'on appelle, ni plus ni moins, une manipulation qui permet de contracter la masse monétaire en circulation ou bien de l'expandre à l'infini et donc de créer évidemment les conditions soit de marché très haussier, de marché baissier ou de panique, comme bon leur semble. Voilà ce à quoi on assiste. Donc ça aussi, c'est une des raisons évidemment pourquoi choisir aujourd'hui le Bitcoin pour se protéger de tout ça. On verra dans une vidéo très bientôt, toujours en courant décembre, je vous en ferai une troisième pour un troisième phénomène sur cet effet de création monétaire. Voilà, d'ici là, à très bientôt, portez-vous bien.